Bonjour à tous, j'ai le plaisir cette semaine d'animer cette émission aux côtés de Michel Geoffroy. Bonjour Michel. Bonjour Floriane. On est très heureux de vous avoir pour bénéficier de vos lumières dans cette émission. Place au programme si vous le voulez bien. On va commencer avec l'image de la semaine et vous allez voir, ce sera du lourd puisqu'on va parler du fauteuil de Gérard Larcher. Et puis on enchaînera avec le dossier du jour, ce sera, vous allez le voir, les commissaires politiques et médiatiques qui font campagne actuellement pour la censure. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, de cliquer sur le pouce en l'air pour permettre à cette émission d'exister sur YouTube, pour la favoriser. Et puis vous pouvez également commenter, c'est juste en dessous dans l'espace des commentaires sur YouTube. Et n'hésitez pas à la partager également si vous le voulez. Je ne vais pas oublier le portrait piquant de cette semaine qui sera consacré à Daphné Deschamps, une journaliste d'extrême gauche. Immédiat numéro 523, c'est parti. Je vous avais dit donc l'image de la semaine, c'est le fauteuil de Gérard Larcher. Gérard Larcher, il faut le dire, Michel, a commencé son année 2025 avec des vœux invitant à la réduction de la dépense publique, à la simplification, à la décentralisation, voilà, quelque chose de très classique. Très original, oui. Oui, voilà. Et évidemment, le Canard enchaîné a sorti cette information. Le nouveau fauteuil du président du Sénat coûte environ 40 000 €. Et ce qui est intéressant, c'est que cela a donné lieu à une justification médiatique de cette dépense. Et les journaux ont repris cette terminologie-là, une erreur, entre guillemets, ce que l'on sait des fauteuils à 34 000 € de Larcher. Voilà, parce qu'en plus, paraît-il, il y en a deux. BFM TV a repris également ce terme de une erreur, entre guillemets. Et puis, Le Monde aussi. Gérard Larcher reconnaît que pour 34 000 € de siège pour la présidence du Sénat, c'est une erreur. Donc, tout le monde a repris cette terminologie, le Huffington Post également. C'est en fait Gérard Larcher qui a utilisé ce terme d'erreur, qui a été reprise ensuite dans les médias. Je n'en étais pas informée et j'ai demandé une enquête. On aurait dû être plus exigeant sur le prix, parce que 34 000 € c'est quand même le double d'une année de salaire au SMIC. Oui, bon, c'est le prix au moins d'une voiture, d'une belle voiture. D'une belle voiture, ouais. Neuve. Là, c'est juste un fauteuil. Bon. Ah ouais. Vous n'avez pas de fauteuil à ce prix chez vous, non, je crois Michel. pas, non. Oui, ouais. Moi non plus. Et je voudrais, chers téléspectateurs, avant de vous donner un peu plus la parole pour commenter ce siège, ce séant, rappeler une petite intervention de Yael Braun-Pivet. Alors elle est à l'Assemblée nationale, mais vous allez voir, elle tient des propos très intéressants également sur les dépenses. Combien à économiser chez vous, en résumé? Alors, en résumé, aujourd'hui, non, mais il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale. Il n'y a rien à économiser, quoi. Bon, donc, c'est une affaire à la fois insignifiante budgétairement, parce que par rapport à un déficit annuel de 150 milliards en exécution, bon, les 40 000 €, bon, très bien. Mais c'est en même temps très significatif du monde dans lequel ces gens vivent. Bon, alors, ce que je trouve tout à fait remarquable, il est vraiment très doué, Monsieur Larcher, c'est qu'il réussit à se sortir de sa responsabilité. Il tient des propos extraordinaires. Il dit oui, on ne peut pas prôner la réduction des dépenses publiques et ne pas se l'appliquer à soi-même. Ah oui, j'estime que c'est une erreur. J'attends de l'administration du Sénat un changement de pratique. Donc, vous avez compris, la faute, c'est l'administration du Sénat. Bon, alors, je veux bien que le président du Sénat ait d'autres soucis que de s'occuper du prix des fauteuils. Mais enfin, ça m'étonnerait quand même qu'on ait changé le fauteuil sans qu'il soit au courant. Enfin, j'espère qu'il n'était pas dessus. C'était sur mesure, on a pris de ces mesures. Donc oui, c'était sur mesure, des grandes mesures. Bon, bref. Bon. Je dois dire qu'au moment même où, à tous les instants, on nous explique que la situation budgétaire et financière de la France est catastrophique, ce genre de nouvelles est quand même pas fait un peu une ombre au tableau. Et je rappelle que c'est quand même le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat.
Écoutez, Michel, je vous propose qu'on passe au dossier du jour. Le dossier du jour, vous allez le voir, c'est que les commissaires politiques et médiatiques font actuellement campagne, lancent même une grande offensive contre les réseaux sociaux. Ils font une campagne pour la censure en général. On peut commencer par exemple avec cette information sur Reddit France, qui est un forum utilisé tout de même par 2 millions d'utilisateurs. Et bien sur la branche française, on a décidé de bannir toutes les informations, les sources d'informations qui sont liées au groupe Bolloré. Aucun média n'en parle à ce jour, à part le grand média mainstream, je voulais dire, à part le JDD. Les titres de presse qui appartiennent à Vincent Bolloré, alors il y a quand même Europe 1, Europe 2, Capital, Management, Femme Actuelle, C8, Canal+, CNews, C-Star, JDD, J-News. Évidemment, elle a la tête d'un grand empire médiatique. Et ils disent c'est pas idéologique du tout. Hein. Et ils disent que c'est pas idéologique. C'est pas de la censure idéologique. Ça rejoint les médias comme Valeurs Actuelles ou François, qui étaient déjà des médias qui sont interdits, point barre. On n'en saura pas plus. Voilà, c'est une censure. Libération, d'ailleurs, reprend cette terminologie-là, des médias de désinformation, les titres de presse de Bolloré bannis de Reddit. Alors moi, je ne pensais pas que la recette du clafoutis sur Femme Actuelle était une désinformation particulière. Ça va quand même très loin. Je vous propose qu'on continue, donc toujours dans cette grande offensive qui repart contre Elon Musk. On peut parler de la présence actuellement sur tous les plateaux de nos hauts commissaires médiatiques ou politiques, tels Thierry Breton, qui sont partout. Thierry Breton, il est passé sur LCI, sur RMC, sur France 5, sur France Info, pour expliquer que Musk, c'était pas bien. Que fait l'Europe contre Trump et Musk? Pose la question en bandeau RMC. L'Europe face à Elon Musk. Elon Musk, des ingérences qui inquiètent l'Europe. Il est partout en ce moment, il n'y a pas que lui, bien sûr. Il est en campagne, en fait, contre Twitter, notamment. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu qui est Thierry Breton, peut-être, Michel? Thierry Breton, c'est un ancien. Hein, il est ancien de tout. C'est l'ancien vice-président de Bull, l'ancien PDG de Thomson, l'ancien PDG de France Télécom, l'ancien PDG d'Atos, et c'est aussi l'ancien ministre des Finances, et surtout l'ancien commissaire européen. Alors, je ne résiste pas au plaisir de lire la définition de sa fonction, chargé du marché intérieur, de la politique industrielle, du tourisme, de l'audiovisuel, de la défense et de l'espace. C'est quand même l'infini et l'au-delà. Oh là là, oui, c'est l'hôtel du cheval blanc et de la reine d'Angleterre réunis. Bon, donc voilà, il va démissionner en 2024. Donc aujourd'hui, Monsieur Thierry Breton n'est plus rien. Il est ancien quelque chose. Mais ça n'empêche pas... Il est communicant de plateau. Oui, il est communicant de plateau. Et puis surtout, on va le voir, il dit des tas de choses intéressantes sur la censure. Alors, des choses intéressantes, à l'instar de Clara Chapaz, par exemple, qui souligne régulièrement dans les médias que l'Europe pourrait décider de bannir X et que ce n'est pas à nous de quitter X. Alors nous, c'est d'ailleurs très très inclusif comme formule, parce que je sache, tout le monde n'a pas décidé d'en partir. C'est une certaine catégorie de la population. Je vous propose d'écouter justement cette dame qui est ministre. Elle intervenait sur l'émission C'est politique le 12 janvier dernier. On l'écoute tout de suite. Sur la façon... Là, on a un festival en ce moment. Vous avez dit une offensive. Oui, vous savez, à chaque fois Là, nous avons un bombardement préparatoire à une offensive contre la liberté d'expression, une nouvelle offensive. Là, l'axe d'attaque, ce sont les réseaux sociaux et le point d'entrée, c'est Elon Musk. Mais la vérité, c'est que ça fait des années qu'on nous explique qu'il faut réguler les réseaux sociaux. C'est-à-dire, comme vient de le dire la ministre, il faut faire la chasse aux mauvaises opinions. Bon. Donc, ça, c'est ça que... Pourquoi il y a deux raisons fondamentales. D'abord, je rappelle que la gauche, c'est la censure depuis très longtemps. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Le propos de Saint-Just, il est permanent. Et deuxièmement, aujourd'hui, en Europe, je dirais, l'oligarchie progressiste qui est au pouvoir en Europe commence à paniquer parce que la situation est en train de lui échapper.
Elle lui échappe au plan politique, au plan économique et au plan géostratégique. Et donc, ces gens veulent créer une ligne Maginot idéologique, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent qu'en censurant partout l'information, on va se protéger de les évolutions du monde. Je pense que c'est une grave erreur et ça n'empêchera pas les peuples européens, comme on le voit aujourd'hui, de rejeter progressivement et de se révolter progressivement. Donc c'est en quelque sorte un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Et dans tous les régimes qui sont sur le déclin, il y a toujours une radicalisation à la fin. Nous sommes en ce moment dans cette période de radicalisation. Alors, dans cette même émission, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une sociologue, politologue, alors ça va beaucoup vous plaire, c'est donc les fameux experts, oui. Michel. Elle déclarait ceci. Oui. Le mot de liberté d'expression est devenu une arme de guerre idéologique. La liberté d'expression suppose de diffamer, de harceler, d'insulter. On est dans 1984 de Orwell. Finalement, elle reprend un peu vos arguments, mais à l'inverse. Oui, c'est intéressant. Oui, la liberté, c'est l'esclavage, comme disait Orwell. Donc là, on nous explique. Là, c'est des arguments complètement orwelliens. On nous explique. La liberté d'expression sur les réseaux sociaux, elle est totalitaire, parce que ça permet d'insulter les gens. Ah bon. Bien entendu, les autres médias n'insultent jamais personne, c'est bien connu. Et puis deuxièmement, on nous explique que établir une censure, parce que c'est ça en réalité, eh bien ça, c'est la démocratie. Et puisqu'on utilise l'expression remarquable de bouclier démocratique européen. Vous voyez, c'est toujours la ligne Maginot. On va se protéger des mauvaises opinions. Bon, c'est ridicule. Alors ça, c'est vraiment le discours orwellien. On inverse les principes et comme écrit Orwell, la liberté, c'est l'esclavage. Donc la censure, c'est la liberté. Mais en le citant lui-même, c'est fascinant. Je pense qu'il faudrait peut-être lui renvoyer certains ouvrages à cette dame Asma Mala, qui est politologue, donc experte. Oui, alors on parlait tout à l'heure de Thierry Breton. Thierry Breton, c'est le père du règlement du Digital Service Act, comme on dit en franglais en Europe, parce qu'on parle anglais en Europe, et alors qu'il n'y a plus aucun pays anglophone en Europe, bon, je ferme la parenthèse, mais alors le DSA, c'est un système, là aussi orwellien. Au départ, il nous a été présenté en 2023 comme une protection du consommateur contre les contenus illicites, le fait qu'on pouvait être démarché d'une manière anormale, etc. Bon. On est passé de la protection du consommateur au bouclier démocratique européen, c'est-à-dire en clair, le bouclier de l'oligarchie. Ce n'est pas du tout le bouclier de nos libertés. Alors, c'est un élément important parce qu'il faut savoir, à la différence des États-Unis, chez nous, aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est un principe constitutionnel. Premier amendement de la Constitution. Chez nous, la liberté n'est pas un principe constitutionnel, c'est un principe légal. C'est très intéressant parce que c'est ce que rappelle Fabrice Eppelboin. Et si je me permets, on va peut-être l'écouter là maintenant, puis il va nous expliquer ça. Il a parfaitement raison, c'est-à-dire que chez nous, la liberté, elle est définie par la loi. Ça veut dire que la loi peut très bien vous interdire telle ou telle liberté. C'est pas constitutionnel. La loi peut très bien dire demain je vous interdis de lire tel ou tel quotidien. Je veux dire, donc si vous voulez, c'est ça la grande différence qu'il y a entre le système américain et le système européen. Et comme le dit très bien, en Europe, on n'a pas du tout la même conception. Ah oui, on a une conception très restrictive de la liberté. D'ailleurs, ça n'a pas plu aux journalistes, cette intervention de Fabrice Eppelboin sur C'est ce soir, qui est un média de Mathieu Pigasse. On va y revenir juste après. Je vous propose d'écouter, par exemple, cette intervention d'un journaliste sur LCI, sur un plateau où il discutait évidemment de Twitter. Il y a un spécialiste des réseaux sociaux assez intéressant, Fabrice Eppelboin, qui a expliqué comment en réalité, mais peut-être que nous expliquer le contraire. Il faut expliquer des tas de choses qui n'étaient pas du tout à la hauteur. On reviendra, mais c'était intéressant de voir que le revirement d'Elon Musk, qu'on qualifie maintenant d'ingérence étrangère, en réalité, c'est quand il a racheté Twitter et qu'il s'est aperçu qu'il y avait des mécanismes de manipulation de la part des démocrates. Mais c'est pas vous. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, on a un énorme problème avec M. Eppelboin, vraiment, je vous le dis. Tout ce
ce qu'il a dit cette semaine dans une émission de service public et je comprends pas comment on le laisse dire des choses pareilles. Franchement, je suis sidéré. Ah oui, je comprends pas qu'on ne le censure pas, quoi. Voilà. C'est ça maintenant. C'est la réponse de la caste, en fait. Voilà, faut censurer. Faut censurer. Ce qui est intéressant, c'est que Mathieu Pigasse a déclaré récemment qu'il voulait mettre ses médias tous ceux qu'il contrôle, du moins, dans le combat contre la droite radicale. Il a dit très exactement qu'il voulait les mettre au service d'une conception ouverte du monde, progressiste. Voilà. Le progrès, c'est la liberté, pourtant, Michel. Oui. Non, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Nous sommes exactement, mais ça n'a pas changé depuis Saint-Just. C'est la même logique. Eux incarnent le bien, les autres incarnent le mal. Le mal, on le détruit. On le censure et on le détruit. Monsieur Pigasse, qui est propriétaire donc des C'est ce soir, C'est politique, C'est l'hebdo, etc. Toutes ces émissions-là, qu'on cite régulièrement dans les médias d'ailleurs. Oui. Je vous propose maintenant d'écouter une petite intervention de Nathalie Loiseau. Elle avait un message à faire passer à Elon Musk, elle aussi. J'ai un message pour Elon Musk. En français dans le texte, occupez-vous de vos affaires. En anglais, pour qu'ils comprennent mieux, mind your own business. Ce que fait Elon Musk aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, c'est de dire ses préférences sur qui devrait voter pour qui en Europe et non pas aux États-Unis. Ces préférences, en plus, elles sont toujours du même côté, du côté de la droite la plus extrême, l'AfD en Allemagne, c'est-à-dire un parti que même Madame Le Pen trouve infréquentable. Il a été jusqu'à dire qu'il fallait que le Premier ministre britannique démissionne. Il a insulté le chancelier allemand. Mais pour qui se prend-il et surtout de quoi se mêle-t-il? Ce qui va être compliqué pour eux très bientôt, Michel, c'est que maintenant Mark Zuckerberg s'est mis sur cette même ligne. Il a récemment accusé l'Europe, lui aussi, de censure et veut se diriger, lui aussi, dans son groupe Meta, vers les notes de communauté. C'est ce qui déplaît, en fait, finalement, à tous ces experts de plateau. Et l'évolution de Mark Zuckerberg est très intéressante. D'ailleurs, cela étant ce qu'on disait tout à l'heure sur les violations du premier amendement, sont sans doute pas complètement étrangères à cette mutation. Parce que si un jour quelqu'un décide de poursuivre en justice les responsables de cette censure illégale, je ne sais pas trop ce qui va se passer aux États-Unis. Paraît-il qu'on risque beaucoup d'années de prison. Il faut savoir, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il y a eu une étude qui a été faite par une fondation danoise qui s'appelle le futur de la liberté d'expression et qui a examiné les conditions dans lesquelles un certain nombre de pays, à savoir la France, l'Allemagne et la Suède, avaient censuré et interdit des contenus au prétexte qu'ils étaient illégaux. Or, l'étude a montré que dans plus de 80% des cas, les contenus qui ont été censurés par Facebook ou YouTube n'avaient rien d'illégal. Ce qui montre bien qu'il y avait, je dirais, une modération de plus en plus excessive. Quand on nous dit « Ah non, mais il ne faut pas permettre des discours de haine », oui, effectivement, parce que on peut dire effectivement c'est interdit par la loi, d'accord. Mais en réalité, on s'aperçoit que toute cette censure, toute cette modération, tout ce fast-checking, il est beaucoup plus large. Il ne s'en tient pas à ce qui est purement légal. Il est, d'une manière, une approche idéologique beaucoup plus... Et ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, Zuckerberg l'avait admis lui-même. Il a dit... Nous avons fait une modération excessive. Alors encore une fois, peut-être qu'il l'a dit avec... il a peut-être des raisons de se protéger. Qui faisait ça. Mais ça, c'est quand même une réalité. Et donc, on voit bien quand on nous dit il faut censurer les mauvais discours, les discours hors la loi, mais en vérité, on fait beaucoup plus que ça aujourd'hui. Ce qui est intéressant, Michel, c'est aussi peut-être cette carte qui nous indique quels sont les pays qui bloquent actuellement l'accès à X. Et là, on se rend compte qu'en se dirigeant vers cette interdiction de X en France, on ne concourt pas avec les plus grands démocrates du monde. Non, mais je suis désolé, l'Union européenne, chaque jour... démontre de plus en plus qu'elle est en train d'élaborer une sorte de nouveau totalitarisme, cool, nouveau. C'est vrai qu'on tue pas les gens encore, mais on crée des systèmes de plus en plus intrusifs
Et la carte montre que ce n'est pas les pays les plus libéraux qui censurent X. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, donc, voilà. Nathalie Loiseau parlait des attaques tout à l'heure d'Elon Musk vis-à-vis de grands hauts responsables européens. Récemment, Elon Musk a cité Thierry Breton en disant que c'était un tyran de l'Europe. Thierry Breton lui a répondu en disant « Wow, est-ce que vous vous êtes perdu ou est-ce que c'est une nouvelle fake news ? Je n'ai pas du tout dit ça dans cette vidéo. Je parle du DSA et de ses obligations. » Elon Musk lui a répondu « Mais qu'est-ce qui est arrivé en Roumanie alors ?» Et je vous propose d'écouter cette vidéo pour vous faire vous aussi votre propre opinion sur les propos de Thierry Breton. Et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et qu'elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Moi j'aime bien le « on ». On devra le faire. C'est qui le « on » ? C'est M. Thierry Breton, mais il n'est plus commissaire européen. C'est qui décide ? Ça montre par parenthèse que les cours constitutionnels n'ont aucune valeur, puisque en Roumanie, c'est la Cour constitutionnelle qui a annulé le premier tour des élections. Donc, ce qui montre bien que l'indépendance de cette justice est un peu particulière. Bon, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. La boulette. Oups, parce que, attendez, il dit... Ah ouais, c'est nous qui avons, c'est l'Union européenne qui s'est ingérée donc dans les affaires intérieures de la Roumanie pour annuler le premier tour d'une élection qui voyait en tête un candidat hors système. Alors, donc ça veut dire qu'il y a la bonne et la mauvaise ingérence. Hein. En Moldavie, pour le référendum sur l'Union européenne, il y avait des drapeaux européens dans les bureaux de vote. Ah, donc c'était une ingérence, mais là c'est une bonne ingérence. Donc vous avez compris qu'il y a la bonne et la mauvaise ingérence. C'est extravagant. Et moi ce qui m'amuse, c'est que le terme de l'ingérence dont on nous évoque, c'est un concept complètement flou. Qu'est-ce que ça veut dire ? En 2017, quand tous les médias français font la promotion d'Emmanuel Macron, est-ce que ce n'est pas une ingérence médiatique ? Indue. On a fabriqué le candidat Macron. En 2024, quand tous les médias au deuxième tour des législatives se sont partis en campagne contre le Rassemblement national et contre son président, là aussi c'est une ingérence médiatique. On l'a vu tout à l'heure, quand un patron de presse dit « je veux faire la guerre à ce qu'il appelle l'extrême droite », ça c'est de l'ingérence médiatique. Et donc on dit « non mais c'est très bien, c'est très bien ». Alors, vous savez bien qu'il y a les bonnes, les mauvaises ingérences, mais il y a surtout une ingérence dont on ne parle jamais. Permet de rappeler que c'est l'ingérence américaine. Il n'y a jamais de désinformation américaine. Hein. Rappelez-vous. Là, c'est un mauvais président aux États-Unis qui arrive. Mais oui, mais attendez, il n'y a pas d'ingérence américaine, il n'y a pas de désinformation américaine. En fait, tout ce discours sur l'ingérence, c'est un discours complotiste. Hein. Mais là aussi, il y a le bon et le mauvais complotiste. Parce qu'on part du principe que les électeurs sont tellement débiles qui vont être mobilisés dans un sens parce qu'ils en sont allés sur TikTok ou sur X. C'est grotesque comme explication. Les raisons pour lesquelles les gens votent, c'est tout simplement leur vie. Ils voient bien ce qui se passe. Si les gens votent pour des candidats en Allemagne pour l'AfD, c'est parce qu'ils connaissent la désindustrialisation, l'appauvrissement et l'immigration. On n'a pas besoin des réseaux sociaux pour le voir. Donc, si vous voulez, c'est un discours grotesque et qui montre bien que cette oligarchie, elle est quand même en phase terminale. Hein, parce qu'elle s'imagine... Encore une fois, c'est la ligne Maginot. Hein, c'est la ligne Maginot. Ce n'est pas parce qu'on va censurer les réseaux sociaux que les gens ne vont pas continuer à regarder ce qui se passe autour d'eux. Libération a publié un check news. Thierry Breton a-t-il avoué que l'UE avait annulé l'élection en Roumanie et comptait faire de même en Allemagne ? Et Thierry Breton, qui a été interrogé par check news, reconnaît un raccourci de langage et indique qu'en c'est une erreur. C'est une erreur, une petite erreur. C'est comme Gérard Larcher. Oui, c'est une erreur. Est-ce que vous pensez de ce fait qu'ils vont pouvoir faire quelque chose en Allemagne si les résultats des élections ne leur conviennent pas ? Je rappelle que depuis longtemps est évoquée l'interdiction de l'AfD, qui est sous la surveillance de la commission constitutionnelle allemande. Donc ce n'est pas du tout exclu. Je rappelle qu'en France,
il y a quand même une instance judiciaire en cours contre Marine Le Pen qui peut se terminer par une inéligibilité. Alors, il l'a pas dit, Monsieur Thierry Breton. Enfin, il pourrait dire si jamais. Il a fait un tweet le 14 janvier dernier en disant que la censure c'était le nouveau buzzword. Alors c'est bien, il parle en franglais aussi dans ses tweets de tous les complotistes dès qu'on parle du respect des lois en Europe. Ah oui, Voilà. oui, la liberté c'est complotiste. Ah oui, oui. On a dit. Alors rappelez-vous ce qu'on a déjà dit sur le complotiste. Les complotistes, ils sont toujours accusés, mais en fait, ils ont raison à moyen terme. Hein. C'est-à-dire que tout ce que les complotistes ont dit aujourd'hui, en général, ça a été vérifié par les faits. Là, nous avons la preuve manifeste qu'il y a une direction totalitaire, post-totalitaire, un totalitarisme avec le sourire, au nom de la démocratie, au nom du droit des individus et de l'état de droit, mais c'est quand même une volonté de restreindre les libertés. Et pour finir, peut-être un sous-sujet dans ce dossier, c'est la question rester ou ne pas rester sur X, que beaucoup de dirigeants de partis en France aujourd'hui se posent. Ils se posent cette question. On doit tous quitter Twitter, déclare Marine Tondelier, qui appelle la gauche à quitter le réseau d'Elon Musk. Sandrine Rousseau, qui nous tweete aussi. J'ai envoyé ce courrier à tous les députés du NFP pour les inviter à quitter l'X. On se lève et on se casse, bon, ce qui est une formule. C'est pas quitter Polytechnique, hein, c'est quitter le c'est réseau pas quitter, X. Oui, voilà, c'est ça. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'elle essaye de quitter ce réseau, puisqu'elle avait annoncé ça fait en grande pompe. Ça fait 5 fois qu'elle s'en va. Elle avait annoncé en grande pompe qu'elle rejoignait Mastodon, sous-entendu définitivement. Bon, il se trouve qu'elle n'est pas très active sur ce réseau. On a cette caricature qui est faite par intelligence artificielle, Michel Geoffroy, mais qui est fabuleuse. Peut-être elle résume tout. Vous allez me dire. Nous allons partir vers la terre promise, on va quitter. Bon, tout ça est ridicule, je veux dire. Ridicule. En plus, vous voyez, je parlais de ligne Maginot, mais alors là, c'est encore pire. C'est-à-dire que on veut surtout, on se retire de tout ce qui peut compromettre notre monopole. Parce que vous avez compris que derrière la censure, c'est tout simplement la volonté de maintenir un monopole que l'on maîtrise. Les médias mainstream sont au service de l'oligarchie. Et là, depuis longtemps, ils ont découvert que les réseaux sociaux étaient moins maîtrisés par l'oligarchie. Et qu'en plus, l'élection américaine modifie encore plus la donne. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est pas nouveau. Je rappelle que tout ça vient du forum de Davos. Après l'élection de Trump, le forum de Davos a dit « si les gens ont voté pour Trump, comme ils ont voté pour le Brexit en Grande-Bretagne, c'est qu'ils étaient désinformés, et notamment par les réseaux sociaux. » Bon sang, mais c'est bien sûr. Hein, voilà. Tout ça est débile. Hein, débile. Et en tout cas, alors là, notre gauche, qu'elle s'en aille. Je suis certain que tous les matins, Elon Musk doit se dire mon Dieu, il ne faut pas que Marine Tondelier s'en aille. Que vais-je faire que vais-je devenir ? Que vais-je devenir ? Non, écoutez, dérisoire. Mais enfin, ça procède. C'est dérisoire, mais ça procède de cette offensive médiatique la fenêtre d'ouverture pour la censure. Pour la voilà, censure. c'est clair. Hein. Eh bien, écoutez, chers téléspectateurs, affaire à suivre, vous l'aurez compris. Place maintenant aux pastilles de l'information. Il faut sauver le soldat Macron. Qui de mieux, dans ce cas, a envoyé dans les médias que Brigitte Macron? Je vous propose de l'écouter par exemple sur RTL, puisqu'en ce moment, elle fait la tournée de tous les médias pour l'opération Pièce jaune. On l'écoute tout de suite. Qu'il était meurtri par les je le sens critiques. extrêmement blessé. Blessé ? Je le sens. Pourquoi ? Vous imaginez ce taux de violence que vous prenez ? Moi, les rares fois où je vais sur les réseaux, je n'imaginais même pas qu'on arrivait à dire des phrases pareilles à des personnes dont on ne sait rien, qu'on ne connaît pas ou qu'on croit connaître. Et comment peut-on assassiner verbalement des gens comme ça ? Il faut à un moment donné qu'on discute, mais qu'on arrête ce taux de violence, de virulence verbale.
Gala publie un article « Brigitte Macron monte au créneau pour défendre Emmanuel Macron, c'est que l'heure est grave ». On a la dépêche aussi qui nous dit que Brigitte Macron a fait des nouvelles confidences sur le chef de l'État à l'occasion d'une nouvelle interview. Elle s'est exprimée sur les commentaires qui visent le président et sur son avenir. Tout ce que Emmanuel Macron entend sur lui le meurtrit. Elle a répété les mêmes éléments de langage dans tous les médias dans lesquels elle est passée. Mais que Emmanuel Macron reste soucieux absolument de tout, qu'il met toute son intelligence, tout son cœur au service des Français. Michel Geoffroy, le DSA finalement, le Digital Service Act dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être pour protéger Emmanuel Macron ? Oui, c'est pour protéger l'oligarchie, ça c'est sûr. Non, bon écoutez, là je crois qu'on aura tout vu. On aura tout vu dans la descente, dans la déconstruction de la fonction présidentielle française. Vous imaginez Madame de Gaulle allant à l'ORTF en 1968 pour dire « Oh, vous savez, vous n'êtes pas gentil avec mon mari, vraiment, il vit très mal les critiques ». Madame Mitterrand qui viendrait à la télévision pour dire « Ah non, vraiment, François, il n'est pas très content ». Écoutez, c'est... Il y a un côté maternel, non ? Oui, presque. On a l'impression que c'est la maman qui va à l'école pour sermonner les petits camarades d'Emmanuel parce que les petits camarades critiquent Emmanuel. Bon. Je veux dire, alors effectivement, Gala a raison, l'heure est grave. Grave. Et pourquoi ? Parce que la cote de confiance d'Emmanuel Macron s'effondre, nous dit les Échos. Mais les Français sont méchants. Sous les barres des 20%. Les Français, oui, il est à 18%. Voilà. Et la première phrase de cet article des Échos est extraordinaire, c'est « la chute ». Il y a une petite référence pour moi au film. Vous avez sans doute un commentaire à faire sur cette formule. Bon, ça serait méchant, mais enfin, oui, la chute, c'est ça fait penser quand même au bunker. Ces gens vivent dans un bunker. Ils vivent dans un monde clos, si possible bien verrouillé au plan sanction. Mais enfin, oui, les gens sont méchants, mais enfin, c'est pas que les gens sont méchants, c'est que les gens sont très mécontents. Du bilan de 7 ans de Macronie. C'est ça la vérité. Et on cite le sondage, il y a un autre sondage qui montre qu'il y a 58% des Français qui veulent qu'il démissionne. Ah oui, les gens sont méchants. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je pense que ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à ridiculiser encore plus. J'espère que les chefs d'État étrangers ne lisent pas Gala et ne regardent pas RTL, parce que ça donne quand même une image de la présidence française qui est quand même pas formidable. J'espère que le président algérien ne regarde pas RTL, parce que là... Bon, bref. Miss France était interrogée sur Sud Radio et on lui a demandé si elle était Charlie. Je vous propose de l'écouter. Vous êtes Charlie ? Je ne me prononce pas. Non, c'est juste pour la liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème ? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou. Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre ? Non. Vous pourriez dire oui. Elle est fabuleuse cette. Il faut dire oui. Sinon, vous serez sévèrement fusillé. C'est ça. Non, mais alors là, c'est vraiment extraordinaire. Alors déjà, Charlie, les mêmes qui prônent la censure partout, nous expliquent que là, il faut être Charlie. Qu'est-ce que c'était que Charlie ? On nous disait qu'il fallait défendre la liberté d'expression et la liberté de caricaturer. Tiens, ça ne va pas plaire à Madame Macron, d'ailleurs, ça. Bon, parce qu'on est méchant quand on caricature. Bon, donc, les mêmes qui défendent d'un côté, parce que c'est l'anniversaire, effectivement, des attentats contre Charlie, sont les mêmes qui défendent la censure par ailleurs. Bon, première parenthèse. Deuxièmement, moi, ce que je trouve incroyable, c'est cette espèce de questionnement inquisitoire. Il faut être Charlie. Vous êtes Charlie ? Vous n'êtes pas Charlie. Est-ce que vous êtes Charlie ? Comment vous n'êtes pas Charlie ? Alors déjà, je pense que si elle avait répondu ça pendant le concours, je ne suis pas sûr qu'elle aurait été élue Miss France. Parce qu'il ne suffit pas d'être belle, il faut aussi être politiquement correcte. Et là, ce n'est pas une réponse politiquement correcte. C'est quand même très typique, n'est-ce pas ? Pour le politiquement correct, on n'a pas le droit d'être neutre. On n'a pas. C'est ça la question qu'on lui dit. Comment vous n'êtes pas Charlie ? Vous n'avez pas le droit de dire non, je réserve mon point de vue. Non, vous devez faire comme les autres. C'est vraiment un procédé très totalitaire. C'est ça le totalitarisme. Les obsèques privées de Jean-Marie Le Pen ont eu lieu le week-end dernier et une journaliste du Monde
Ivan Trippenbach s'est introduite dans l'église contre le vœu de la famille qui souhaitait une cérémonie purement familiale, ce qu'on peut comprendre. Elle s'y est introduite. Ivan Trippenbach, alors qui est-elle ? Il faut déjà rappeler qu'elle a quitté son poste de chef de service politique du Monde pour rester dans le Monde, mais aller dans l'équipe des grands reporters du quotidien Le Monde. Mais c'est aussi, et ça c'est intéressant, la campagne de Ryan Nezar, qui est conseiller de Gabriel Attal. C'est d'ailleurs le fait que sa relation soit dévoilée qui avait provoqué ce changement de programme. On a Caroline Parmentier qui nous explique comment est-ce que ça s'est passé finalement quand elle a découvert qu'une des journalistes du parterre qui assistait à ses obsèques s'était glissée dans l'église malgré la demande d'intimité. Elle lui a dit qu'elle aurait dû avoir honte, qu'elle n'avait aucune décence et aucune dignité, un manque de respect de la famille et qu'elle avait trouvé que les méthodes du Monde étaient choquantes, que le quotidien devrait s'excuser auprès de la famille Le Pen. Qu'est-ce que le quotidien Le Monde a fait ? Il a publié un article en expliquant que sa journaliste subissait une campagne de cyberharcèlement. Ça va même très loin, puisqu'ils disent qu'elle a été victime d'une violente campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux, nourrie par plusieurs contre-vérités. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, toute cette affaire, finalement, Michel Geoffroy ? Le témoignage de Caroline Parmentier est intéressant parce qu'elle montre bien qu'il y a eu un contact avec tous les journalistes qui étaient présents, parce qu'il y a quand même des journalistes présents. Tous les journalistes ont accepté de rester à l'extérieur de l'Église et pour respecter le souhait de la famille. C'est quand même un principe fondamental dans notre civilisation. On respecte soit les souhaits du défunt quand il en a fait, soit les souhaits de sa famille. Quand on dit c'est sans fleurs ni couronne, on n'apporte pas des fleurs et des couronnes. Quand on dit il n'y aura pas de condoléances, c'est qu'il n'y a pas de condoléances. Bon. Et là, ce qu'elle explique, c'est que cette journaliste, après avoir dit oui, on respectera ce que vous demandez, s'est introduite dans l'Église. Bon, je ne veux pas faire de procès d'intention. Je ne suis pas sûr qu'elle soit introduite dans l'Église pour prier pour l'âme de Jean-Marie Le Pen. Elle avait peut-être d'autres idées. Il semblerait que non. Elle est spécialiste de l'extrême droite. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Bon, très bien. Du Monde. Parfait. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est journaliste au Monde, on a tous les droits. Hein, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et puis si jamais on se permet de faire remarquer que vous n'êtes pas à votre place, alors là, c'est du harcèlement, c'est de la violence, etc. Bon. Moi, donc en l'occurrence, elle s'est conduite pas en journaliste, mais en paparazzi. Hein. Bon, le Monde nous dit qu'elle n'a pas pris de photos, mais c'est peut-être parce qu'elle n'a pas pu. Aux États-Unis ont eu lieu les funérailles de l'ancien président Jimmy Carter. Trump et Obama y étaient présents. Ils étaient assis côte à côte et ils se sont parlé, ils se sont même souri. L'un a fait rire l'autre et ça a beaucoup étonné les médias. États-Unis, un rare moment complice entre Barack Obama et Donald Trump aux obsèques. Que se sont dit Trump et Obama aux funérailles de Jimmy Carter ? Ça, c'est pour Vanity Fair. Nous sommes entendus, a réagi Trump aux images de son échange avec Obama aux funérailles. Il a signalé qu'ils avaient des philosophies différentes, mais qu'ils se sont bien entendus à ce moment-là. Et qu'a fait Trump juste après, puisque c'est un adepte des choses amusantes sur les réseaux sociaux ? Eh bien, il a publié sa version des propos qui auraient pu être tenus sur cette vidéo en la sous-titrant. C'est ce qu'on appelle un deepfake. Faites attention, ne vous faites pas avoir. Ce sont donc des fausses voix, mais qui ressemblent à celles des auteurs, et des faux propos qui sont tenus. Mais c'est assez drôle, je vous propose qu'on le regarde là tout de suite. Well, Mr. President, for a second time. Barack, very nice to see you. Congratulations. How you doing? I'm a lot better, Dad. Yeah, I bet. Knew you'd win. Oh, really? Well, come on. Anyone could beat her. Kidding She's me? just... I was just as appalled. You know what happened? You just didn't want to leave. I know. Is what happened. I did what I could to help her. She was horrendous. I know. You know what I realized? Hillary still hates me. So much. I know. She'll never forget me. C'est bien que les adversaires politiques se parlent. Je veux dire, c'est pas...
On n'a pas besoin d'être dans une logique de guerre civile sous prétexte qu'on est démocrate ou républicain. Je veux dire, donc c'est ça qu'on voit quand même sur ces photos. Hein, bon, la cérémonie n'a pas commencé, mais il parle, oui, c'est deux anciens présidents, plus un futur président qui sont là. Il y a Bush aussi qui est là. Bon, je veux dire, ces gens se parlent. Alors là, c'est étonnant pour nos médias. Hein. Comment, vous vous rendez compte? Ils se parlent. Hein, ils ne s'insultent pas, ils se... Là, ce qui est mis en avant, c'est les attaques, d'ailleurs, particulièrement contre Kamala Harris. Oui, manifestement, c'était aussi l'enterrement de Kamala Harris. Mais bon, bref. Elle avait d'ailleurs la mine qui allait avec. Oui. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Michel. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. On vous retrouvera très vite, j'imagine, lors d'un prochain immédiat. On se retrouve la semaine prochaine, nous, avec Jean-Yves, normalement, si tout va bien. Place au portrait piquant de la semaine, qui sera consacré à Daphné Deschamps. Daphné Deschamps qui est présentée sur Google comme une journaliste indépendante, couteau suisse, tendance extrême droite, radicalité, féminisme, lutte sociale et enquête. Tout un programme, vous allez me dire. N'oubliez pas, si cette émission vous a plu, de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également nous laisser des commentaires juste en dessous. Et puis, si vous avez quelqu'un à qui l'envoyer, n'hésitez pas à la partager ou bien sur vos réseaux sociaux avant qu'il ne soit censuré, peut-être. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très vite sur TVL. Le journalisme de grand chemin, comme il y a des bandits de grand chemin, prend parfois un visage féminin, comme avec Daphné Deschamps, pseudo-journaliste indépendante et vraie militante gauchiste. Après des études à Grenoble, Sciences Po, et un master à l'école de journalisme de la ville, tous deux terminés en 2021, la jeune Daphné Deschamps, que j'appellerai familièrement Dédé, commence sa carrière à Politis. Vous ne connaissez pas Politis. Politis est un hebdomadaire fondé en 1988 avec les fonds de Pierre Berger. En 2021, l'année où Dédé y démarre, le rédacteur en chef est Gilles Woulous, qui travaille en tandem avec son mari, Azzedine Jamal. Vous mettez des guillemets où vous voulez. Azzedine se présente comme avocat, un titre usurpé. Avec Gilles Woulous, ils ont cofondé des sociétés aux États-Unis et en France. Pour quelles activités? Escroquer les clandestins en leur proposant de leur faire obtenir leur régularisation en préfecture. Des clandestins capables de payer de 4 000 à 9 000 euros par dossier, en liquide, bien entendu. Pour cela, on recrute des immigrés, apporteurs d'affaires, en leur promettant un pourcentage qui ne sera jamais payé ou seulement partiellement. C'est le système de la pompe à finances du père Ubu. Côté court, côté politique, j'encourage l'immigration et le grand remplacement. Côté ville, côté financier, je vis en escroquant les clandestins que j'ai contribué à faire venir. Pas de doute, pour un début de carrière, Daphné Deschamps a choisi le bon média. La suite est bien aussi. Dédé écrit successivement pour l'Humanité, Rue 89, Basta Média, Mediapart, Libération. Mais son principal employeur est le site de délation Street Press, qui joue le rôle d'un simple auxiliaire de police. Dédé connaîtra son heure de gloire le 15 janvier 2022, avec un tweet repris par Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur. Lors d'une manifestation anti-pass sanitaire, il voit des hommes, blancs, le visage couvert pour nombre d'entre eux et la main levée à 70 degrés vers le ciel, bras tendus. Immédiatement, Dédé s'empresse de tweeter, je cite, « Environ 200 néo-nazis, bras tendus en pleine rue, au cœur de la manif passe, tout va bien !» Fin de citation. Et là, c'était une fake news. Dédé avait vu des saluts nazis, alors que les manifestants tapaient simplement en rythme dans leurs mains. Le visage de Dédé n'est pas étranger aux équipes du boulevard Voltaire. Le journaliste reporter Jordan Florentin a eu affaire à elle sur le terrain. Le 31 janvier 2023, il couvrait une manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Je le cite. « Elle nous a repérés dès le début de la manifestation. Puis elle est passée à côté en donnant un coup de pied dans notre trépied, faisant tomber au sol tout le matériel. Ça ne lui plaisait pas que des journalistes de droite puissent être présents à cette manifestation. »
Fin de citation. Aucun média de grand chemin ne consacra une seule ligne à cette agression. Mieux, le 29 novembre 2023, dans l'émission première édition de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel lui-même recevait Dédé en tant que, vous allez rire, journaliste indépendante spécialisée dans le suivi des extrêmes droites. La boucle est bouclée. Du modeste Street Press au puissant BFM, avec Daphné Desjans, le journalisme de grand chemin se porte toujours aussi bien.